Bonjour à tous, je suis Chloé Marbach et vous souhaite la bienvenue sur le podcast Pirate. Pour ce premier épisode, je vous partage ma discussion avec Maxime, un jeune homme brillant qui a décidé de mettre fin à son graduate programme pour lancer sa start-up. Au cours de cet échange, vous allez notamment découvrir ce qui l'a poussé à prendre ses décisions, le déclic qu'il a eu grâce à une rencontre particulière, les étapes par lesquelles il est passé, et aussi ses conseils pour aller au-delà du moment d'euphorie où on a ce fameux déclic. Bref, je vous laisse à présent découvrir cette discussion dans laquelle Maxime nous partage son état d'esprit de pirate entrepreneur jusqu'aux dernières minutes de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Je te remercie d'avoir pris le temps pour cette interview, sachant qu'on a quand même 6 heures de décalage, comme toi tu es à Paris et que moi je suis à Santiago. Et surtout, sachant que tu es en plein lancement de la marque en moins. Mais avant de parler du chemin que tu as parcouru pour en arriver là, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Maxime. Je viens du nord de la France, une petite ville qui s'appelle Gravelines. J'ai un parcours d'école de commerce. J'ai fait l'EDEC à Lille pendant 4 ans avec une spécialisation en stratégie notamment. Ensuite, j'ai travaillé à Londres pendant 2 ans dans une multinationale qui vend des barres chocolatées, pour ne pas la citer. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, je me suis lancé, et notamment avec l'aventure de la marque en moins. Très bien. Et il me semble que tu as fait aussi pas mal de voile. Et j'aimerais savoir si tu penses que le fait d'avoir pratiqué ce sport, ça t'a aidé dans ta vie personnelle ou professionnelle d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est une des choses qui a façonné de manière assez importante mon caractère. Ça a été une grosse expérience pour moi. Donc j'ai commencé à faire de la voile, j'avais 6 ans. Et j'ai continué jusqu'à entrer en classe préparatoire à 18 ans. Donc ça m'a façonné mon caractère pour plein de raisons, hein. Surtout le côté compétition, le souci du détail, comprendre l'importance qu'il y avait dans les détails pour pouvoir réussir à performer. Et puis après, c'était plutôt une ouverture d'esprit. Ça m'a amené à beaucoup voyager dans pas mal de pays d'Europe, au Japon, aux États-Unis. Donc c'est ce qui m'a façonné mon ouverture d'esprit. Donc oui, ça a été vraiment très important dans ce que je suis aujourd'hui. Et est-ce que tu dirais que le fait de pratiquer un sport comme ça, parce que c'était quand même de manière assez intensive, est-ce que ça t'a aidé à avoir une espèce de régularité en tout cas d'exigence et de régularité quand quand abordes ton travail aujourd'hui ? Alors sur la régularité, oui, bien sûr. Surtout, je dirais encore plus quand on pratique le sport de la voile. C'est un sport en fait qui se divise en plusieurs manches. L'idée, c'est pas forcément de gagner toutes les manches, mais c'est de faire en sorte d'avoir une régularité et ne pas avoir de mauvaises manches, parce que c'est les mauvaises manches qui nous font perdre plus que c'est les bonnes manches qui nous font gagner. Si je développe un petit peu, on peut avoir 6 manches. Si on fait 3 manches en premier et 3 manches au milieu de classement, forcément on va être très mal classé, alors que si on arrive à faire si on arrive à faire ces 6 manches dans le top 5, dans le top 6, et là on va gagner une régate. Donc la régularité, je l'ai vraiment appris par le sport et surtout par la voile. C'est des choses que j'ai pu apprendre de fur et à mesure. Après, l'exigence, bien sûr aussi, elle est venue au fur et à mesure de l'âge, parce que c'est très difficile d'être exigeant avec soi-même à l'âge de 8 ans. Mais au fur et à mesure des années, oui, j'ai appris à devenir plus exigeant avec moi, mais surtout comprendre que l'effort portait ses fruits, parce que c'est pas toujours évident. Au début, on peut faire beaucoup d'efforts sans que ça porte ses fruits, et c'est parfois des efforts qu'on a fait entre l'âge de 6 et 12 ans qui portent ses fruits quand on a 17-18 ans. Et du coup, au cours de tes voyages, est-ce que tu as pu voir des choses qui t'ont surprise, qui t'ont inspiré ? Comment est-ce que ça se passait ? Parce que moi, pour le coup, la voile, c'est quelque chose qui me parle très très peu. Et du coup, je me demande, est-ce que quand tu partais faire tes voyages dans le cadre de ce sport, comment est-ce que ça se passait ? Est-ce que tu avais du temps aussi pour découvrir un petit peu les endroits où tu allais ? J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus par rapport à ça. Alors les voyages, c'était surtout ça s'organisait souvent en groupe, hein. On partait. Alors si jamais ça restait en Europe, souvent on prenait une grosse fourgonnette, on mettait
le Zodiac et les bateaux derrière, et on partait sur la route. Parfois, on roulait pendant 16-17 heures d'affilée quand on allait en Croatie. Ah oui. Donc, il y avait déjà une aventure humaine, entre guillemets, avec les autres personnes avec qui je naviguais. Donc déjà, pendant tous ces voyages, ces transports, c'est apprendre à vivre en communauté aussi, hein, dans une communauté assez fermée, rester avec les mêmes personnes pendant toute une semaine, dans un environnement où il y a un peu de pression. Et ensuite, sur les voyages à l'étranger, vraiment, je pense que le plus gros apprentissage, c'était déjà de découvrir un peu qu'il y avait un monde autour de ce que je connaissais. Voilà, je venais de Gravelines, j'imaginais que le monde entier était façonné comme Gravelines, forcément quand on a 8 ans. Donc là, la première découverte, c'était surtout ça, c'était de voir qu'il y avait des choses différentes, surtout des manières de penser différemment. Je me souviens notamment d'un championnat du monde que j'ai fait au Japon. Et on était avec l'équipe française et voilà, on a eu un petit peu de temps pour répondre à ta question là justement pour pouvoir se promener. Souvent on essaie d'arriver une semaine avant pour être en forme pour les championnats. Mhm. Mais j'imagine surtout s'il y a du décalage horaire comme avec le Japon, il faut sûrement un certain temps d'adaptation aussi. Exactement, donc on prenait une semaine en amont, donc c'est dans ce moment-là où on pouvait profiter. Et je viens de ce voyage au Japon, on avait vraiment été surpris parce qu'on était donc dans une petite ville du Japon. Et on avait justement fait un tour et tous les gens étaient au courant qu'il y avait cette compétition internationale qui se passait. Et on avait vraiment l'impression que les gens auraient été prêts à tout nous donner. Ça veut dire que si on croisait des gens, ils voulaient tout de suite nous inviter chez eux. Il y avait une générosité incroyable. Et ça, c'était un moment marquant vraiment. Parce que quand on ne connaît pas des gens, qu'on arrive de chez eux et qu'on dit juste on est français et qu'ils ont envie de nous offrir limite leur maison, c'est toujours un peu surprenant. Bon, du coup, on va passer au moment fatidique. Donc, il y a une année, si je me trompe pas, à peu près, hein, tu étais encore à Londres et tu as décidé de mettre fin à ton graduate programme. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un graduate programme? Parce que je sais pas si tout le monde exactement sait ce que c'est et au moins ça permettra d'aligner tout le monde là-dessus. Alors, un graduate programme, c'est un programme qui peut durer entre 2 et 4 ans. Et en fait qui est façonné pour des étudiants en sortie d'école, donc qui viennent de finir leurs études et qui souhaitent intégrer une société. Donc souvent, les gradués de programme vont concerner les grosses sociétés, même si c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gradués de programme arriver dans des plus petites, dans des PME, mais de manière générale, les gradués de programme, ça concerne surtout les grosses sociétés. Donc l'idée derrière ça, en fait, c'est qu'on va avoir des rotations. Donc dans mon cas, c'était un gradué de programme de 3 ans et j'avais 3 rotations. Et chaque année, on va pratiquer un métier différent. Donc, dans mon cas, il peut y avoir des gradués de programme assez spécialisés où on va dire, bah voilà, tu vas faire de la vente et pendant 3 ans, tu vas découvrir 3 métiers de la vente. Dans mon cas, c'était un gradué de programme de leadership, donc qui devait nous aider à améliorer notre leadership. Et dans ce cas-ci, c'était vraiment 3 placements complètement différents. Donc, un placement en marketing, donc sur des produits de grande consommation, où on passe au bout d'1 an de cet environnement à un environnement d'usine. Je travaillais dans une usine qui fabriquait donc du coup des produits à base de chocolat. Donc où là on rencontre des personnes totalement différentes, une façon de penser totalement différente. Et ensuite une 3e rotation en vente. Donc là encore un métier très différent. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé au moment des sélections? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de nouveaux diplômés qui doivent avoir envie de faire ce type de programme. Donc, comment est-ce que ça s'est passé au moment de la sélection pour toi? Alors la sélection, j'ai été très surpris. Parce que donc j'avais découvert ça via une personne de mon école qui m'avait présenté les gradués de programme. Bon, j'ai juste postulé à quelques gradués de programme, 3 ou 4. Il y avait une liste vraiment de 200 gradués de programme et j'ai postulé à 3 ou 4 gradués de programme qui m'intéressaient parce qu'il y avait vraiment le mot leadership dedans et qui était vraiment tourné vers comment manager des personnes. Ça m'a vraiment intéressé. Et donc du coup, j'ai trouvé ce gradué de programme auquel j'ai postulé, mais en fait, j'étais pas du tout au courant de la compétition qu'il peut y avoir pour ce type de programme. Et encore plus, le fait que ce soit à Londres, c'était un des gradués de programme les plus demandés à Londres et j'en étais vraiment pas conscient. Donc en fait, je suis arrivé un peu le jour J en découvrant la compétition. C'est les gens qui étaient là qui m'ont expliqué qu'il y avait plus de 40 000 candidatures sur ce gradué de programme. Et du coup, je n'étais pas du tout conscient de tout ça. Donc en fait, ça m'a donné un sacré avantage parce que j'avais des gens autour de moi qui étaient extrêmement stressés. Et moi, vu que j'étais arrivé sans trop me poser de questions, je pense que j'avais un petit avantage en étant un peu plus détendu. Et du coup, j'imagine que s'il y avait 40 000 candidats, c'est quand même fou de se dire que toi, tu as été l'heureux élu parmi toutes ces personnes quand même. Bah, c'était, je pense, une combinaison de plusieurs facteurs qui étaient déjà le fait que j'étais un étranger, un Français qui venait postuler à Londres. Les autres candidats étaient principalement anglais? Je pense qu'il y avait à peu près 90-95% de candidats anglais.
pour le graduate. C'est des chiffres que je sors un peu comme ça de ma tête, hein, mais c'est ce que j'ai vu par rapport au Focus Group on était, combien d'étrangers. Donc je dirais oui, bien 90% de personnes anglaises dans ces process. Donc oui, donc à partir de là, moi j'avais déjà cet avantage d'arriver peut-être avec un point de vue, une ouverture d'esprit un peu plus grande. J'ai apporté quelque chose de différent par rapport à des candidats qui vont forcément être anglais. Donc ça me permettait là-dessus, rien que grâce à ça déjà, de pouvoir sortir un peu du lot. Après, bon, j'ai beaucoup échangé sur ce qu'on a échangé un peu tout à l'heure, sur la voile, sur mes voyages, sur ce que j'ai pu appris pendant cette expérience. Et je pense que, en fait, c'est ça qui a bien matché, c'est que j'ai finalement été dans ces entretiens en racontant ma vie et ce que j'ai vécu et que c'était lié à ce que je voulais vivre à partir de maintenant. Donc, je pense que l'histoire était assez cohérente et c'est ça qui a dû leur plaire. Mhm. Et c'était un choix de partir à Londres ou c'est parce que le graduate programme te plaisait et du coup il était à Londres et ça ne te dérangeait pas que tu as postulé? Alors non, c'était pas un choix de partir à Londres. J'ai toujours eu envie de vivre des expériences à l'étranger. C'est venu de mon environnement, du fait d'avoir beaucoup voyagé avec la voile qui me poussait à voyager. Mais si j'avais une opportunité comme celle-là en France, je l'aurais aussi accepté en France. C'était pas forcément tourné absolument vers l'envie d'aller à l'étranger, même si à la fin c'était un plus pour moi. D'accord. Et donc du coup, donc après toute cette période de sélection qui a été donc assez fastidieuse, mais un peu prodigieuse aussi pour toi, après 2 années au cours de ce programme, donc sur les 3 années qui étaient prévues, tu as décidé de tout arrêter pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui a fait que tu as pris cette décision à ce moment-là? Alors, avec un peu de recul, hein, mais pas encore énormément, c'était encore il y a quelques mois encore, hein, mais avec le recul aujourd'hui, je pense que j'ai assez rapidement compris que c'est pas ce que je voulais faire. J'ai mis pas mal de temps à m'en rendre compte et à analyser tout ça, mais je pense que assez rapidement, une fois que j'ai été dans le programme, j'ai compris que c'était pas forcément ma direction. En fait, je pense que ce qui m'a vraiment poussé à partir, il y a vraiment 2 points. Le premier, je dirais que c'est la liberté. Alors, pas la liberté comme parfois on peut l'entendre, la liberté de dire, bah tiens, je vais faire ce que je veux. Pas du tout cette liberté-là, parce que depuis qu'on a fondé la marque en moins, c'est en aucun cas euh, forcément du travail que j'ai envie de faire au jour le jour. Je pense que je faisais d'ailleurs plus de choses, je fais aujourd'hui plus de choses que je n'ai pas envie de faire que ce que je pouvais faire avant dans mon graduate programme. Donc c'est pas la liberté au sens de je vais faire ce que je veux, c'est la liberté au sens d'assumer ses choix et de décider de ce qu'on va faire. En fait, c'est cette liberté-là de te dire, bah, chaque matin je me lève, il y a des choses qu'on aime bien faire, des choses qu'on n'aime pas faire, c'est le cas pour tout le monde, je pense, sinon il y a vraiment des chanceux, mais c'est de dire, je me lève et j'ai choisi de me mettre dans cette situation et c'est mon choix. Et donc à partir de là, c'est ma responsabilité. Et pour moi, c'est un moteur, ça me permet vraiment de trouver plus de facilité dans les moments où c'est un peu plus dur, de dire j'ai fait mes choix et j'ai assumé mes choix. Donc ça, c'était vraiment le premier point, c'est la liberté au sens de responsabilité peut-être aussi derrière. Et la deuxième point, je pense que c'est toujours été un peu curieux et j'ai eu beaucoup de frustration dans mon graduate programme sur des choses que je souhaitais changer et qui m'étaient impossible de changer. L'échelle était beaucoup trop grande de la société et les choix étaient dictés par une sorte d'inertie. Ça veut dire qu'une société comme ça, et je ne critique pas en lui tout le fonctionnement, je pense qu'ils sont obligés de fonctionner comme ça, mais une société, une grosse multinationale, ça a de l'inertie, il y a des comptes à rendre et on va, si demain on présente, je pense à ma première année, si on présente un nouveau projet innovant pour un nouveau produit, eh ben on va nous dire, bah écoutez, c'est super sympa, mais nous on a une règle qui est que si le produit ne présente pas exactement telle marge, on va être incapable de le lancer. Donc c'était une frustration que j'ai eue, que ça soit sur des choses que j'ai essayé de changer qui ne pouvaient pas changer, aussi sur le rythme de travail. Il y a eu beaucoup de frustrations en fait, et qui m'ont donné envie de proposer quelque chose qui était justement qui venait un peu combler ces frustrations. Donc c'était important pour moi, je pense au bout d'un moment, de dire bon voilà, j'ai envie de faire ces choses-là. Ici je peux pas les faire, il faut que je trouve un moyen de les faire. Et du coup, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que tu as cette frustration qui s'accumule, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclenchant qui t'a fait sauter le pas vraiment et te dire, bon, bah là, vraiment, j'arrête? C'était un soir hein, dans un pub à Londres, comme ça se passe souvent à Londres, souvent C'est après le vrai. boulot, c'est le pub.
Et voilà, j'ai été boire un verre avec un ami qui était également une personne que j'avais rencontrée à l'EDEC, qui était aussi basé à Londres et avec qui j'avais déjà eu la chance de travailler dans une association qui s'appelle la Course Croisière EDEC. On avait déjà travaillé ensemble et voilà, lui, il a un profil vraiment très entrepreneurial et il a toujours eu cette envie d'entreprendre. Je dirais une envie d'entreprendre encore bien plus importante que la mienne. Et voilà, il travaillait à l'époque sur un projet de meubles et il était en train d'essayer plusieurs choses à la fois, il tâtonnait et il m'expliquait un peu ce qu'il faisait et c'est vrai que je me suis tout de suite reconnu là-dedans. Je savais au fond de moi que ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose comme ça, mais j'avais pas le courage de le faire. Et finalement, en fait, au cours de cette discussion, il m'a un peu donné le courage de passer le pas pour plusieurs raisons. Bah parce que d'ailleurs, juste quand il parlait, ça me donnait envie de faire un peu ça aussi. Et j'ai retrouvé aussi les choses qui me faisaient un peu peur chez lui. Ça veut dire que j'ai senti qu'il avait les compétences, moi, peut-être qu'il manquait. Et que du coup, ça pourrait faire un bon duo ensemble parce que bah, du coup, c'était plus facile de se lancer. Le fait de savoir qu'on a quelqu'un à côté de nous qui sait faire plein de choses que nous, on ne sait pas faire. Et du coup, ça m'a vachement rassuré. Et du coup, je pense que là, ça a été le déclic, une frustration dans mon boulot actuel, un besoin de plus de liberté, d'assumer mes choix, de prendre mes propres décisions, l'échange avec Nicolas. Et donc voilà, ce soir-là, on a trinqué, on a dit c'est parti. Est-ce que ça a été facile derrière de prendre cette décision? Parce que j'imagine vous trinquer, il y a cette satisfaction et cette émulation à ce moment-là. Mais derrière, comment est-ce que ça s'est passé vraiment pour concrétiser tout ça? Alors la première, c'est une excellente question. Il y a un petit moment d'euphorie de dire voilà. Et d'ailleurs, il est important ce sentiment d'euphorie quand même parce que il permet quand même de se rendre compte que on est en train de faire quelque chose qui nous libère quelque part. Donc vraiment, il y a eu un moment d'euphorie à ce moment-là. Et puis après, ben, il faut rentrer à la maison et expliquer à sa copine qu'on va laisser tomber son graduate programme et monter sa boîte. Donc ça, c'est une étape où il faut trouver les bons mots parce que ben autant dans une aventure entrepreneuriale, on n'est pas seul, mais autant dans une aventure de vie, on n'est pas seul non plus. Donc il fallait faire valider ce choix, être sûr que ça corresponde aussi pour elle à ses choix de vie. Et donc ça a été un peu la première étape de faire valider ça par ma copine pour être sûr que elle était ok avec ça et qu'elle soutiendrait dans la démarche parce que je pense que si jamais on n'est pas soutenu par ses proches dans ce genre de moment, c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc ça aurait été perdu d'avance. Donc là, une fois que ça a été fait, il a fallu également en parler à la famille, juste là pour prendre un peu la température et voir un peu ce qu'ils en pensaient. Et puis ensuite, voilà, on est lancé, on avance. Ça a été plusieurs semaines de travail avec Nicolas. On continue à travailler. Alors, attends, je me permets juste de te couper pour savoir un Oui. petit peu, mais comment est-ce que tes proches, ils ont réagi, justement, que ça soit ta copine ou ta famille, quand tu leur as annoncé ça? Parce que j'imagine quand même que tu avais un peu une voie toute tracée en sortant de l'EDEC, en ayant fait le graduate programme, et là, tout d'un coup, tu leur dis, bon, en fait, non, j'arrête tout. Enfin, j'imagine qu'ils ont dû quand même être assez surpris. Alors oui, en très grande majorité, les gens qui j'en parlais, mes proches ont été surpris. Je pense que ma copine non, je pense qu'elle savait au fond d'elle-même que j'avais toujours que je resterais pas dans ce type de boulot. Je pense qu'elle l'avait compris avant même peut-être que moi je le comprenne. Mhm. Mais quand on parle voilà des parents par exemple, c'est vrai que ben voilà en tant que parents ils veulent ce qui est le mieux pour leurs enfants. Ils avaient l'impression que j'avais un avenir tout tracé, que j'avais un beau gradué de programme, que j'étais à Londres, que les choses avançaient. Donc forcément, ça a été une surprise pour eux, mais en tout cas, en aucun cas frein, ils ont tout de suite été derrière moi en disant vas-y, fonce. À partir du moment où je leur expliquais que je me sentais pas bien dans ma situation actuelle et que j'avais besoin de changer les choses pour mieux me sentir personnellement. Donc pour toi, ça n'a pas été spécifiquement un frein parce que j'imagine que ça peut arriver à pas mal de personnes d'avoir des idées, d'avoir vraiment cette euphorie, ce sentiment de libération comme tu l'as très bien expliqué au moment où ils ont trouvé le truc qui pourrait les faire se libérer. Et où, ben, au moment d'en parler, tout d'un coup, c'est un peu le soufflet qui retombe et où ben, y a toutes les personnes autour de nous qui nous disent « Ah ben en fait non, mais c'est trop risqué, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais d'un point de vue financier, ça va être super compliqué. » Ben, tu vois, qui commencent à émettre beaucoup de contre-arguments et qui du coup peuvent faire que ben,
au final, la possibilité de libération de la personne s'effondre complètement. Alors là, je pense que c'est un point extrêmement important parce que ce que tu décris, c'est pour moi la définition même de l'entrepreneuriat. Mhm. C'est-à-dire que on va continuellement, chaque jour, avoir des gens qui nous disent mais pourquoi tu fais ça? T'as telle situation? Pourquoi? Pas seulement sur l'entrepreneuriat, mais même sur le travail. Quand on essaie de changer les choses, on va toujours avoir ces freins. Et justement, pour moi, le rôle qu'on a, en tout cas dans les premiers mois, de ce que je vois avec le peu d'expérience que j'ai, mais de monter sa boîte, c'est d'être continuellement capable de surmonter ces choses-là, ces freins. Donc ça veut dire que si jamais demain, et je peux l'entendre que moi je pense que j'étais dans une situation assez facile parce que j'ai été suivi assez facilement par mes proches, mais demain je pense que être capable de déjà convaincre au moins son entourage proche de ce qu'on s'apprête à faire, c'est un bon signe si on arrive à le faire. D'être capable de faire ça au moins avec ses proches parce que c'est ce qu'on va devoir faire avec tout le monde ensuite. Donc Mhm. être capable de convaincre ses proches, pour moi, c'est une première étape importante avant de réussir à convaincre d'autres gens de notre initiative. Donc je pense que même si jamais c'est pas facile, il faut vraiment persévérer là-dessus parce que convaincre son cercle de proches, c'est la première étape. Du coup, ce que j'entends un peu, c'est qu'il faut être dans un état d'esprit avec une grande force de conviction pour justement déjà oser aller à contre-courant, mais déjà oser présenter tout ça à ses proches qui sont les premiers obstacles qu'on pourrait finalement quand même rencontrer au moment où on prend cette décision. C'est exactement ça. On doit, l'état d'esprit qu'on doit avoir pendant les premiers mois de lancement, en tout cas, c'est d'être toujours à contre-courant, c'est de trouver les bons mots, que ce soit avec les usines, avec les partenaires, tous les différents partenaires, il faut être capable de trouver les bons mots, de convaincre. Et ça passe avant tout d'abord avec ses proches. Moi, ça a été assez facile, non pas dans une démarche, c'était pas une démarche, je pense, égoïste, mais c'était juste de leur expliquer que je me sentais pas aussi bien que je devrais me sentir dans la situation actuelle et que j'avais besoin de changer et que j'avais quelque chose qui pour depuis longtemps m'excitait de nouveau parce que j'avais pas été excité parce que j'avais fait ces 2 dernières années et que là j'avais enfin quelque chose qui me permettait d'être excité et se lever le matin en se disant bon je vais au boulot voilà et se lever le lendemain en disant voilà je vais au boulot mais ce soir je vais bosser sur ça en rentrant et c'est super sympa ben juste expliquer ça à ses proches ça leur a tout de suite permis de comprendre ce que je voulais faire et pourquoi je le faisais. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc, tu en as parlé à tes proches et ensuite, tu as annoncé tout ça à ton entreprise pour mettre fin à ton graduate programme, c'est ça? Alors oui j'ai été parler avec la personne qui était ma boss à l'époque. J'ai voulu les prévenir bien en avant pour faire les choses correctement. Et je voulais surtout terminer mon année, terminer ma mission. Je travaillais sur une mission à l'époque qui était vraiment ciblée sur un an. Donc c'était important pour moi de finir cette mission et de partir en ayant fait le boulot, quoi. D'accord. Et comment est-ce que tu t'es senti au moment où tu as dû l'annoncer? Est-ce que tu as vraiment ressenti cet effet libérateur, un petit peu comme au moment où tu as trinqué avec Nicolas? Est-ce que au moment de l'annoncer à ton entreprise, tu as ressenti ça aussi? Pas forcément, parce que le sentiment, je ne faisais pas mes choix contre eux, mais plutôt pour ce que moi je voulais pour moi-même. Donc c'était beaucoup plus fort quand j'ai pris cette décision avec Nicolas et que c'était quelque chose pour moi-même que par rapport à eux. Je le faisais vraiment pas par rapport à ma boîte de l'époque. Donc j'étais libéré, certes, mais je pense que le sentiment était quand même vraiment moindre par rapport à ce que il n'était pas comparable, je pense. D'accord. Et si jamais tu devais le refaire, alors je sais que tu n'as pas beaucoup de recul encore par rapport à tout ça parce que finalement c'était il y a un peu moins d'un an, mais est-ce que tu le referais de la même manière? Alors, si je devais le faire différemment sur l'esprit, on va dire un peu sur la manière, pas justement sur la manière, mais avec un peu de hauteur sur le sentiment de devoir partir, non, je pense pas que je le ferais différemment parce il y a pas vraiment un bon moyen de décider ça. Et non, honnêtement, je pense on prend une décision à un moment, on y va et on fait ce qu'on a à ce moment-là. Donc, je l'aurais pas fait d'une manière différente en fonction du timing parce que c'était pas calculé, ça vient juste comme ça à un moment. On sait qu'on a ça en soi, à un moment on se libère et voilà, on y va. Donc, je pense même pas qu'il y ait la possibilité de le faire différemment tellement ça vient intuitivement à un moment. Donc, c'est tellement pas préparé
que je peux même pas concevoir le penser différemment parce que même moi je l'ai pas vu venir en fait. Donc c'était tellement intuitif. Par contre sur la forme, et c'est pour ça que je disais au début vraiment sur l'esprit, la manière dont on a fait. Par contre sur la forme, c'est vrai qu'il y a des choses, c'est l'aventure entrepreneuriale aussi, c'est qu'on apprend, mais c'est que avec Nicolas, on travaillait tous les deux à Londres, on est revenu monter notre société en France. Donc forcément il y a des points précis comme le fait qu'on ne touche pas le chômage, qui sont des choses qui du coup ne facilitent pas la vie d'un entrepreneur. Et du coup, justement, est-ce que tu avais eu à ce moment-là des craintes, des peurs, ou est-ce que tu étais quand même dans l'euphorie de ce nouveau projet qui a fait que finalement ça les a amenuisés? Alors dans mon expérience personnelle, les craintes elles sont toujours là, hein. Elles font aussi avancer. Faut pas trop rêver là-dessus, quoi. Pour mon expérience personnelle, c'était vraiment voilà, il y a eu des craintes à partir du moment même où on l'a décidé, mais c'est juste qu'on en a conscience. C'est ce que je disais tout à l'heure sur ce sentiment de liberté, mais qui est aussi de la responsabilité. Ça veut dire que ces craintes, on les a, elles restent avec nous, mais on a pris nos responsabilités et on les a choisies. Et c'est un sentiment différent que quand on a des craintes au boulot et qu'on n'a pas choisi, entre guillemets, la situation dans laquelle on est. Donc ces craintes, elles ont toujours été présentes. Peut-être qu'au moment de la décision, elles étaient moindres, on y pensait un peu moins. Peut-être qu'après avoir trinqué 2 ou 3 fois pour la naissance du projet, elles y étaient encore moins. Mais le lendemain, elles y étaient déjà. Penser à comment on va pouvoir, nous en tout cas, vivre pendant les premiers mois, les premières années, être capable de juste subvenir à ses besoins pendant ces premiers mois. Il y a beaucoup de craintes qui viennent. Est-ce que forcément la plus importante, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'aurai les capacités pour faire ce que je fais? Donc non, elles étaient tout de suite là et elles peuvent évoluer, mais elles étaient tout de suite là et elles sont toujours là. Et tu regrettes aujourd'hui? Ah non, j'ai aucun regret sur le fond. Alors ça serait mentir de dire qu'il y a des jours où j'ai pas des regrets, mais c'est des regrets très courts et en aucun cas où je me dis j'ai envie d'arrêter et vraiment je ne le referai pas. Il y a des moments où on se dit je me suis quand même mis dans une sacrée situation. Ça aurait pu être beaucoup plus simple. J'aurais pu me mettre dans des situations beaucoup plus simples. Mais ensuite, moi, ce qui me permet d'avancer, en fait, c'est que je me rappelle tout simplement pourquoi je l'ai fait, la situation dans laquelle j'étais avant, pourquoi j'ai pris cette décision, et ça me permet tout de suite de me dire non, non, c'est où je dois être, c'est ce que je dois faire, et je suis bien comme ça. Est-ce que s'il n'y avait pas eu Nicolas, est-ce que tu penses que tu l'aurais fait? Une excellente question. Ce qui est sûr déjà, c'est que je l'aurais pas fait maintenant. Et que je ne l'aurais pas fait comme ça. Ça veut dire que c'est sûr que je me serais pas lancé à ce moment-là aussitôt dans ma carrière, ça c'est une certitude. C'est lui qui m'a aussi convaincu qu'on pouvait lancer les choses dès maintenant, qu'il fallait pas attendre forcément d'avoir fait 10-15 ans dans une société pour lancer sa boîte. Donc sur le timing, non, je l'aurais jamais fait sans lui. Sur le type de projet aussi, c'est vrai que je serais peut-être pas parti seul sur ce type de projet parce qu'il avait des compétences qui permettaient de monter ce type de projet. Donc je l'aurais pas lancé de suite, j'aurais pas lancé ce type de projet. Après, à savoir si 10 ans plus tard j'aurais lancé ma boîte, c'est possible, ça j'en sais rien du tout. Est-ce que le fait d'avoir pris cette décision à un moment de ta vie, d'avoir osé, voilà, enfin osé tout simplement, est-ce que tu dirais que ça a eu un impact sur ta vie aujourd'hui, ou ta façon en tout cas d'appréhender les choses? Est-ce que tu vois la vie d'une manière différente? Il y a quelques points, oui, mais c'est vrai que il y a un point où on se retrouve beaucoup avec Nicolas, c'est qu'on a tous les deux un peu cette optique de vie assez minimaliste, on va dire. On se retrouve sur le fait qu'on a, matériellement parlant, je parle, pas besoin de grand chose, pas forcément besoin de toujours être dans la surconsommation, ce genre de choses. Et ça, on va dire que ça m'a vraiment appuyé. Je me suis encore plus, à partir du moment où c'est lancé, où j'ai plus perçu de salaire de ma boîte, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de superflu que je pouvais enlever. Il y avait plein de choses dont j'avais pas besoin. Donc ça a changé aussi, voilà, de me dire, voilà, il y a encore moins de choses dont j'ai besoin par rapport à ce que je pensais avoir besoin, ce qui peut être une crainte, hein. Souvent, on a besoin de remplir quand on a peur, on essaie de remplir avec beaucoup de choses et surtout en ce moment avec beaucoup de matériel. Et voilà, on se rend compte que finalement, une fois qu'on a pris cette décision, cette situation, les choses qui nous paraissaient importantes le sont peut-être un peu moins et on revalorise à l'inverse d'autres choses. Donc ça, je dirais que ça m'a permis de changer un peu là-dessus. Après, je le rappelle, hein, c'est une expérience de seulement quelques mois pour l'instant.
Donc ça n'a pas non plus. Je pense que si l'aventure, et je me le souhaite, continue d'avancer, je pense qu'il y aura sûrement beaucoup plus de changements à l'avenir. En tout cas, je te le souhaite aussi. Et justement, ça fait une belle transition parce que depuis tout à l'heure, on parle de cette aventure entrepreneuriale. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que la marque en moins? Quel est le concept? Et puis aussi nous expliquer comment vous est venue l'idée et comment se sont passés les débuts en fait. Enfin, vraiment au moment où vous avez décidé de vous lancer, ok, mais vous vous lancez pour faire quoi? Et voilà. Alors la marque en moins, c'est né, comme je le disais tout à l'heure, de frustration. C'est né d'une frustration qu'on partageait avec Nicolas de la manière de consommer. Et nous, d'autant plus de l'avoir vu en interne, Nicolas était aussi dans une société, lui pour le coup start-up, mais qui était également dans le monde de la grande distribution. Et on a partagé en fait cette frustration de la chaîne de production jusqu'au consommateur qu'on trouvait bien trop longue. Alors c'est pour ça que on avait donc d'un côté un peu cette optique un peu de la grande consommation qu'on voyait, où on voulait on se disait il y a peut-être moyen de changer les choses et de présenter ça d'une manière plus intelligente, de changer un peu la manière dont la chaîne se poursuit. Et ensuite, il y avait une autre tendance qui est, bon, bien sûr, tout ce qui va être ce qu'on appelle organique au UK, mais qui est le bio en France, l'équivalent du bio en France. Et il y avait cette tendance, et nous, c'est vrai que bah, moi, j'étais pas forcément un consommateur du bio à l'époque, et par ma copine, je commençais à regarder de plus en plus. Et bon, il y a deux choses qui sont revenues très clairement, c'est que c'était super cher. Le bio, c'était super cher. Et en plus de ça, j'y comprenais pas grand-chose, quoi. Fallait vraiment commencer à y réfléchir énormément pour comprendre tel produit bio, ça, il fait ça. Donc en fait, on avait en fait ces deux frustrations de vouloir changer un peu la chaîne entre le producteur et la vente, et cette idée que le bio c'était trop cher et trop complexe. Et on s'est dit voilà, on va lancer un concept qui va permettre de rendre le bio simple et accessible à tout le monde. C'est aussi simple que ça, la marque en moins. Ce qu'on veut, c'est pouvoir rendre le bio simple et accessible. Voilà. Donc à partir de là, on a décidé de squeezer tous les intermédiaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un produit bio qu'on va retrouver en magasin, il va passer du fabricant, qui ensuite va le vendre à une marque, qui va faire son marketing. Si c'est un grand groupe, on va mettre des grands noms à côté de la marque, on va faire beaucoup de communication, ça va coûter beaucoup d'argent. Ensuite, ça va être vendu à un grossiste ou une centrale d'achat, donc qui va prendre sa marge, parce que eux aussi doivent faire de la communication pour telle ou telle chaîne de magasins, les grandes chaînes de magasins connues en France, de grande distribution. Et ensuite, ce produit va être vendu notamment pour les magasins qu'on appelle indépendants, au magasin qui lui va aussi avoir besoin de marger pour pouvoir payer voilà, tout ce qu'il a à payer pour l'entretien d'un magasin, etc. Et donc du coup, nous, on a décidé de squeezer tout ça et de partir directement de ces usines qui fabriquaient les produits, de proposer un concept qui s'appelle la marque en moins et qui livrerait directement ces produits de l'usine aux consommateurs. Ce qui nous permet, nous, de simplifier l'ensemble de la chaîne, ce qui nous permet de vendre des produits bio de qualité à un prix moins important, tout en investissant quand même beaucoup sur la qualité. Tout l'argent qui va être perdu dans la chaîne, on va vraiment le mettre sur le produit et faire en sorte qu'il soit moins cher que ce qui est proposé en magasin. Et donc voilà, on a créé ce concept, la marque en moins, qui a été lancé il y a 4 jours sur Ulule en campagne de crowdfunding. Donc l'idée en fait, c'est de précommander des packs pour pouvoir permettre aux gens d'obtenir les produits. Mais nous, c'est une rentrée d'argent qui va nous permettre de lancer les premières productions et de pouvoir proposer ces produits. Donc on est assez content. En 4 jours, on a pu avoir déjà 500 précommandes. Waouh, Et ça nous bravo! classe projet numéro 1 sur Ulule. Donc là, pour l'instant, on est super content parce qu'on se dit que le concept plaît et ça me donne énormément d'énergie. D'accord. Et du coup, donc là, il y a eu la campagne Ulule. Et après, quelles seront les prochaines étapes? Donc la campagne Ulule va durer encore une trentaine de jours jusqu'à la fin juin. Ensuite, donc les produits sont déjà conçus, les formulations sont déjà choisies, mais on va juste en fait appuyer sur le bouton pour lancer la production. À partir de là, l'ensemble des produits vont être fabriqués donc en différents endroits de France. Donc il y a des produits qui sont fabriqués dans le sud de la France, des produits qui sont fabriqués à Rouen, notamment tout ce qui est produits d'entretien, tout ce qui est cosmétique est fabriqué dans la région de Nantes. Et tout ça en fait va être mis en marche pour pouvoir livrer donc les clients qui ont précommandé durant le mois d'octobre. Et à partir du mois d'octobre, du coup, le site donc la marque en moins.fr sera en ligne. Et là, les gens pourront commander donc directement leurs produits.
Donc là, plus en système de pack, mais individuellement, construire eux-mêmes leur panier. Et pour 35 euros d'achat, les gens seront livrés gratuitement chez eux. Et il me semble en plus que vous avez un concept qui surfe un petit peu sur la vague du zéro déchet. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, on a développé un système de capsules. Alors, moi, je tiens à préciser que c'est pas du zéro déchet, hein. Les gens qui vont être vraiment dans le zéro déchet vont vouloir concevoir eux-mêmes leurs produits, ce qui est également une très bonne initiative. Là, on s'adresse pas à ce public, mais vraiment aux gens qui veulent réduire leur impact plastique et avoir un meilleur impact écologique. En fait, c'est des capsules. En travaillant sur les produits ménagers, on s'est rendu compte que les produits ménagers étaient composés à 90%, voire certaines fois plus d'eau. Donc en fait, finalement, ce qu'on fait, ça veut dire qu'on met des tensioactifs qui vont permettre de faire le produit ménager. Et tout ça, c'est qu'une toute petite dose qui va être mélangée avec beaucoup d'eau. Et en fait, ensuite, on met tout ça dans un flacon, on transporte ce flacon rempli d'eau, et ensuite, il arrive en supermarché, et on va prendre notre produit ménager. Nous, on s'est dit, il y a moyen de faire plus simple, en réduisant l'impact écologique à la fois sur la quantité de plastique, mais aussi sur le transport, en développant une toute petite capsule, en fait, qui va justement contenir uniquement le produit, ce qui donne au produit ménager son action de nettoyage. Et cette capsule, en fait, il va juste falloir la glisser dans le contenant. On visse son produit ménager avec le spray et automatiquement le liquide se dissout dans l'eau. Donc c'est un concept vachement novateur qui va permettre de ne pas avoir à racheter à chaque fois une bouteille en plastique et à chaque fois ce qu'on appelle le pistolet, ce qui est énormément de plastique. Les gens auront juste à racheter la capsule. Donc c'est totalement en adéquation avec les valeurs de la marque en moins finalement, parce que ce qu'on fait, c'est un projet du coup qui va avoir un meilleur impact écologique, mais on va aussi supprimer le superflu, c'est-à-dire racheter à chaque fois un pack et un sprayer, et en plus ça va nous permettre, vu qu'on n'a pas besoin de racheter à chaque fois ce pack, de vendre des produits moins chers. Donc c'est exactement ce qu'on fait chez la marque en moins, c'est on supprime tout le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Bon, du coup, on arrive à la fin de cette interview. Et donc, j'ai deux petites questions que j'aime beaucoup poser. La première, c'est est-ce que tu as eu des mentors dans ta vie pro ou perso? Est-ce que tu peux nous dire, pas forcément qui c'était, mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils t'ont appris et est-ce que tu gardes de cette ou ces personnes? Alors des mentors, oui, dans la vie pro et perso, notamment mes parents tout de suite, hein, qui ont passé déjà pas mal de temps. Donc j'ai parlé un peu de mon expérience à faire de la voile. Tout ça, il fallait avoir des parents derrière qui étaient capables de m'accompagner quand j'étais jeune, traverser la France, prendre l'ensemble des vacances pour m'accompagner. Donc ils m'ont beaucoup la valeur qu'ils m'ont transmis, voilà, c'est ils m'ont transmis le goût du travail, me montrer que les choses elles n'arrivent pas comme ça, il faut se donner le moyen de ses ambitions et qu'il faut travailler pour avoir ce qu'on veut. Donc je pense que dès le plus jeune âge, c'est aussi ce qui a façonné ma personnalité, c'est de m'avoir montré à plusieurs reprises et de m'avoir éduqué d'une manière où voilà, si jamais on veut réussir, il faut travailler, il faut mettre les efforts en face. Donc ça a été, je pense, plus gros, les mentors les plus importants pour moi. Et parce que je suis une fan inconditionnelle de citations, est-ce que tu pourrais nous communiquer ta citation favorite, celle qui te représente, celle qui te booste, ou même tout simplement c'est ta citation du moment? Une citation que j'ai commencé à avoir en classe préparatoire, qui était une citation de Abraham Lincoln, qui est assez connue, hein, qui passe pas mal, mais moi elle me parle énormément, donc c'est pour ça que c'est un peu ma citation préférée. Quand il disait si j'avais 6 heures pour abattre un arbre, je passerais les quatre premières à affûter ma hache. Donc c'est une citation qui me parle énormément et qui je pense est très adaptée à ce que je vis en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on a passé pas mal d'heures dans l'ombre avec Nicolas à travailler sur ce projet La Marque en Moins. On s'est posé beaucoup de questions, on s'est fait mal au crâne pour vraiment essayer de sortir le concept le plus novateur, les produits vraiment les plus qualitatifs. Et on a passé énormément de temps à faire ça. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah voilà, les mecs, si vous passiez un petit peu de temps à communiquer, à plutôt essayer de rencontrer des journalistes, etc., peut-être que ça serait plus intéressant. Mais non, le fait d'avoir vraiment pris le temps de bien façonner la base de notre projet,
ce qu'on voulait faire et de la proposition de valeur qu'on voulait apporter. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand on a juste posté ce projet sur Ulule avec un objectif de 300 préventes, c'est ça qui fait que ça s'est tout de suite emballé. On voit que le bouche à oreille fonctionne et que les gens y vont parce qu'on a pris le temps de bien façonner les choses en amont. Et donc moi, c'est quelque chose qui me semble important. On peut faire beaucoup de choses, mais si jamais les bases sont pas solides et qu'on a passé beaucoup de temps à installer les bases de ce qu'on fait, je pense qu'on risque de passer par la suite beaucoup de temps à pas beaucoup avancer. Bah écoute, Maxime, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour tous les bons conseils et ton retour d'expérience. Et puis, bah écoute, je te dis à bientôt. À toi aussi, Chloé, un grand merci. Un petit mot pour vous dire que la marque en moins est en campagne jusqu'au 30 juin. Alors si le concept vous plaît et que vous souhaitez les aider, rendez-vous sans plus attendre sur Ulule. Et j'en profite. Si cet épisode vous a plu, je vous remercierai d'en parler autour de vous, à vos amis et collègues. Et l'idéal serait aussi de mettre 5 étoiles, tout simplement pour promouvoir le podcast et m'aider à le faire vivre. Merci beaucoup et à très bientôt.